Bonjour les Tilous, c'est Packboy, et c'est vous pour vous parler encore une fois de manga. Parce que c'est une chaîne manga quand même ici, enfin, manga, Japon, cinéma. Hein. Vous-même, vous savez, hein, je peux même parler, vas-y, je vais parler de Zemmour un jour. Je vais l'enculer, sa race, hein. Il parle mal des mangas, j'ai envie de te dire, donc voilà, faut dire hein, ce qui est, hein, il est pas très intelligent. Donc moi je vais vous dire quelque chose, maintenant on va dire autre chose, hein, on va dire des vrais bails. On va parler des chefs-d'œuvre de Junji Ito, volume 2. Tu vois, c'est parce qu'il n'a pas lu ce genre de manga qu'il sait que, et qu'il pense que les mangas c'est de la merde. Hein, à aimer Candy. Ah, je dis pas que c'est mauvais, Candy. Hein, je dis pas que c'est mauvais. Attention, mais de là à dire, ouais, j'ai bien aimé Candy, mais tout le reste c'est de la merde. C'est comme si tu disais, j'aime pas les livres parce que j'ai lu des Harlequins et des SAS, donc je sais que c'est de la merde. Bah non, c'est pas comme ça marche. T'as un support et t'as des œuvres, c'est commercial, c'est pourri, celles qui sont des chefs-d'œuvre et qui sont très bien. Voilà, c'est comme dire que le cinéma c'est de la merde et que c'est pas de l'art parce que j'ai vu que les Marvel. Si t'as pas vu du Godard ou merde, du Fritz Lang ou même les 12 hommes en colère, oui, effectivement, tu vas du ciné Lumet, ouais, bah, oui, mais voilà, oui, effectivement, Casablanca. Non, t'as vu que Thor 2 et Iron Man 3. Oui, effectivement, si t'as vu que ces deux films dans ta vie, oui, effectivement, tu vas dire que le cinéma c'est de la merde. Mais ça prouve que tu es un homme stupide. Ça prouve que tu ne fais pas assez de recherche et tout ça. Et dès le moment où j'ai envie de te dire que derrière tu as des idées fixes par rapport au peu que tu as lu ou vu, bah, à quel moment donc on peut penser que cet homme fait des recherches et qu'il ne vous ment pas sur ses idées préconçues sur tous les autres sujets auxquels il parle. Moi j'ai envie de te dire, si déjà tu n'es pas ouvert à un certain sujet, alors comment tu peux me prouver que tu t'y connais déjà dans les sujets dont tu prônes une certaine connaissance? D'ailleurs, ça a été prouvé sur certaines vidéos que même dans l'histoire et tout ça, il n'a pas l'air de s'y connaître énormément, donc et qu'il dit des erreurs. Encore une fois, donc j'ai envie de vous dire, les pros Zemmour, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi voter pour lui. En plus, il n'arrivera pas à fermer les frontières, donc là encore, c'est une féerie. Donc, on va revenir au sujet principal, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 2. Et là où, en fait, la plupart du temps, ces séries très longues, je pense à Spiral ou Tomie. Ouais, non, Tomie peut-être serait dans le deux cas. En fait, il y a deux styles de manga d'horreur chez Junji Ito. Deux souvent très inspirés par Lovecraft, avec des malédictions ancrées dans un autre monde et qui sont donc instoppables. Et que là encore, donc c'est des personnages qui sombrent sur la folie. Je trouve que les chefs-d'œuvre de Junji Ito, en tout cas surtout dans ce tome 2, avec des fusions d'univers d'autres de ces personnages qui sont assez savoureux, mais sont beaucoup plus terre-à-terre et social, et ce malgré leur aspect fantastique. Même s'il y a aussi des histoires dramatiques dans ce volume 2 qui m'ont marqué. Je m'en souviens que je l'avais lu dans une autre histoire courte, et donc le relire m'a fait du bien. Je trouve que c'était assez beau et poétique. Mais encore une fois, donc dans l'ensemble, ce tome 2 apporte quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, moins dégueulasse, même si il y a quand même une œuvre où, avec des personnages qui n'ont plus de peau, qui est quand même assez macabre, assez dégueulasse, mais là encore, qui sont ancrés dans le réel. Encore une fois. Ce côté terre à terre, ça permet d'être véritablement beaucoup plus choqué aussi. En fait, il y a la première chose. Les styles Lovecraft, on a peur parce qu'on se dit qu'il est impossible de détruire et ça nous pousse souvent à la folie. Et ça pousse aussi à la folie le spectateur qui est tellement ancré dans cette histoire-là que qui se met à y croire et se dit putain mais c'est horrible, comment on va faire pour s'en sortir, on va souffrir toute notre vie après notre mort et tout ça. Et c'est ça qui crée le frisson. Là, dans le côté social effrayant, là c'est plus un côté peut-être Stephen King.
où donc ce sont les personnes du quotidien, pas les objets du quotidien, là où Stephen King faisait aussi les objets du quotidien, mais là ce sont plutôt les personnages du quotidien qui peuvent, poussés par leur quête, leur folie, à devenir dangereux pour nous autour. Et, nous, de se mettre à nous méfier après avoir lu cette histoire de nos voisins, de nos familles, d'autres personnes. Et c'est là où, justement, ça change un petit peu par rapport à ce tome 1 et par rapport à d'autres histoires de Junji Ito. Et là où je trouve que donc il maîtrise véritablement plusieurs sujets, plusieurs styles d'horreur à travers ses chefs-d'œuvre Junji Ito, et qui en fait un grand maître de l'horreur dans ses mangas d'horreur. Donc, comme d'hab, c'est une masterclass. Faut aller lire tout ce que fait Junji Ito. Bon, à part le journal intime de son chat, parce que c'est de la merde. Hein, faut arrêter. Hein, on s'en fout de voir son chat utiliser des pelotes de laine. Il n'y a rien d'intéressant. Voilà, des vlogs sur les chats, je les regarde pas sur YouTube, c'est pas pour les regarder en manga. Donc n'achetez pas ce manga-là. Mais sinon, tout le reste de Junji Ito, achetez-le. Hein, même s'il y a des mangas qui sont un petit peu moins bons que d'autres. Et le seul reproche que je pourrais faire dans ce tome 2, c'est que tu ressens que quelques histoires n'étaient pas faites pour durer sur une vingtaine, trentaine de pages. Et que donc, il rajoute des éléments au beau milieu qui semblaient un petit peu inutiles et qu'il essaie de raccrocher au wagon. Donc, par exemple, justement, celui de l'histoire avec la peau, hein, qui est enlevé. Il y a un élément de l'histoire où la nana balance ça sur des gens et c'est jamais véritablement expliqué pourquoi. Hein. Elle aurait pu le faire très bien dans des plantes. Pourquoi elle le fait sur des gens? Donc c'est dangereux. Ça j'ai pas compris. Hein. Si quelqu'un qui l'a lu veut bien m'expliquer la logique, bon après ça permet de faire en sorte de découvrir qui est l'auteur, ce qui se passe véritablement dans l'histoire, mais encore une fois, cet élément-là n'aurait pas dû être là, en vrai. Excusez-moi. En tout cas, c'est jamais véritablement expliqué. Hein. Enfin, si, c'est expliqué en sens, comme je l'ai dit, qu'elle essaie de se débarrasser de cette mixture. Oui, mais encore une fois, pourquoi le balancer sur des gens? Tu aurais pu le balancer dans de la terre. Pas pour faire du mal. Et tu dis que tu veux pas faire du mal, donc il faudrait savoir. Bon, en tout cas, c'est terminé. Je dis à la prochaine. Bonjour! Et c'est Packboy pour une nouvelle manga review avec cette fois-ci Gambly School, tome 15. Gambly School, tome 15. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce manga? Déjà, il est un petit peu trop duré quand même. Bon. Après, il est toujours très bien dessiné, et toujours un petit peu énergique, mais bon. Ah, j'ai envie de dire que là, d'ailleurs, étonnamment, les épreuves s'étaient un petit peu complexifiées vers sa fin. Et là, le truc du poker, personnellement, est un petit peu trop simple, et ça joue plutôt plus sur la psychologie. Et donc ça fait que ce tome-là est véritablement beaucoup plus prenant que les 3-4 derniers que j'avais lus. Donc c'est un bon point dessus. Et en plus, étant donné qu'on approche de la fin et que là, ce sont les combats finaux, on se retrouve avec des retournements de situation, comme par exemple l'héroïne qui ne veut plus combattre. Et on ne sait pas pourquoi. Elle dit que c'est trop tard. Que c'est trop tard, que si on ne la laissait pas, elle arrêterait enfin de combattre à tout jamais. Et tu te dis, mais pourquoi, il y avait un temps mort, et pourquoi, en fait, elle n'a pas insisté pour combattre la présidente le plus vite possible, alors si elle avait un temps limité? Pourquoi elle a perdu son temps avec tous les autres? Bon, il y a des éléments qui s'opèrent petit à petit, qui fait que ça change un petit peu du quotidien entre, oui, on a le nouveau membre de la famille qui veut prendre la place de la présidente et qui, donc, derrière, va combattre l'autre. Puisque pour l'instant, elle semble moins forte que la présidente, donc voilà, mais elle se fait rétamer au final parce qu'elle est complètement folle et elle veut aller jusqu'au bout. Et pour l'instant, on ne sait toujours rien du passé
de l'héroïne, mais par contre, on est en train de découvrir de plus en plus les informations sur... Bah non, on les connaît tous à partir de ce tome, entre la sœur jumelle et la présidente, qui est l'ennemi final, la présidente. Et on va voir comment va être traité le combat avec la sœur jumelle. Est-ce qu'elle va s'émanciper en gagnant, ou justement, donc, alors, elle va continuer à rester toujours la seconde, et derrière, est-ce que ça va faire évoluer les relations dans le mauvais sens? Et que au final, donc l'héroïne qui gagnera contre la présidente permettra enfin de réconcilier les deux sœurs, ou ça sera enfin en gagnant contre la présidente qui est celle qui l'a toujours étouffée, qui lui permettra enfin d'être vue et donc enfin de réconcilier les deux sœurs. Et pour permettre un combat final entre justement plutôt la sœur jumelle, voire son amie la blonde, je sais plus, Marisa Otome, je crois, derrière, pour éviter peut-être un match retour entre elle et la présidente, même si elle avait perdu contre la présidente. Donc j'ai envie de dire à voir si l'œuvre va évoluer à essayer de nous surprendre plutôt que d'être toujours dans son petit train-train quotidien. Parce qu'il y a deux théories, comme je vous l'ai dit. Donc, soit elle affronte l'héroïne, sa sœur jumelle, la sœur jumelle et la meilleure amie. Ça changerait un petit peu. Soit c'est la présidente qui va gagner, et derrière, donc, ils vont réussir à motiver l'héroïne à vouloir recombattre pour l'honneur, et ça va être de nouveau pareil, avec un match retour qui va se préparer ce talon. Donc, il y a ce rapport aussi par rapport au fait que comme c'est l'héroïne qui a le plus de votes maintenant, que si ça s'arrête là et qu'elle veut plus continuer de jouer, l'élection sera trop suspendue à cause des 1000 votes qu'elle a. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, sachant qu'il y a 3000 votes, et donc pour moi, normalement, c'est celui qui en a plus de 1500 qui devrait être la nouvelle présidente. Et ça sera pas totalement le cas, mais la présidente en aura 1200 si elle gagne. Et derrière, à peu près 1250, un truc comme ça, je vais pas dire le chiffre exact. Et elle pourrait combattre d'autres personnes qui ont les 300, les 800 votes qui lui manquent supplémentaires, au lieu de affronter l'héroïne qui a les 1000 votes perdus et de toute façon qui veut plus combattre. Donc, j'arrive pas à justifier le fait qu'ils iraient demander à l'héroïne de revenir combattre pour récupérer ses voix à tout prix. Or, c'est ce qu'on sous-entend tout le long du tome, que ça va faire chier, qu'elle veut plus jouer et qu'on sera coincé dans l'élection à cause de ça. Peut-être j'ai mal fait les calculs, peut-être qu'il y a une explication, une règle que je me souviens plus qui était dans les tomes précédents. Mais voilà, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pas de sushi, hein. Cette blague est minable. J'espère que vous n'aurez pas trop rigolé. Moi, je vous dis à une prochaine!